Bien. On est aujourd'hui à 5 organisations qui forment la plateforme antiraciste qui est née en 2019 et nous sommes des organisations qui agissons donc ensemble. Je vais montrer le logo de la plateforme antiracisme. Elle est là. Une seconde. Voilà, donc il réunit 5 organisations, la Brigade anti-négrophobie, le CRAN, le CCIF, l'UJFP et la Voix des Roms. Donc, cette plateforme, elle agit ensemble, elle relaie les informations mutuelles, les communiqués, les actions des autres organisations, et elles mènent ensemble des actions en justice contre les racistes, des actions éducatives communes dans les établissements scolaires. Et dans ce moment très difficile pour notre société à cause de la crise sanitaire, etc., des attentats, etc., nous voulons donner ce soir la parole aux antiracistes. Et je vais demander d'abord aux organisations de se présenter rapidement votre organisation, d'expliquer quels sont vos principes, vos actions, et puis pourquoi vous avez rejoint cette plateforme antiraciste. Je vais donner d'abord la parole à Franco Lolia de la Brigade anti-négrophobie. Alors, je vais essayer d'être très court, hein. C'est dire que, alors nous, on est né en 2005, hein. Effectivement, notre volonté, ça a été effectivement de nager quelque peu à contre-courant d'un antiracisme qu'on estime être plus moral qu'autre chose. Et donc, on a voulu, comment dire, amener une réflexion autour de l'antiracisme qui soit plus autonome et qui parte d'un point de vue racisé et non pas institutionnel, puisque effectivement le but c'est de dénoncer quand même un racisme qui a des racines institutionnelles et systémiques. Et donc, comme nous, on a connu le racisme systémique à travers la fenêtre de tir du racisme anti-noir et non pas à travers la fenêtre du racisme anti-asiatique, anti-rom ou anti-arabe ou autre, eh ben, effectivement, on combat particulièrement la négrophobie et d'une manière particulière. Donc, et en général, on combat le racisme d'État ou, si les gens préfèrent, racisme institutionnel ou racisme systémique. Et donc, on est né en 2005, après moult, comment dire, événements liés au racisme institutionnel, on répète, notamment discrimination raciale au logement, discrimination raciale au sein de la police avec les contrôles aux faciès et tout ce qui s'ensuit. Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir la voix d'un antiracisme qu'on a nommé politique ou qu'on peut nommer aussi décolonial. Et donc on est un groupe à la fois antiraciste et décolonial. J'irai pas beaucoup plus loin. Et effectivement, l'idée d'une convergence, c'est quoi? C'est aussi parer l'attaque facile qui va laisser croire que quand on parle de négrophobie, on vise à hiérarchiser les racistes, alors qu'en fait, on vise à ne pas avoir une logique paternaliste ou coloniale qui vise à parler à la place des autres et donc plutôt parler ou collaborer avec d'autres groupes victimes de racisme institutionnel, systémique et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça qu'il nous intéresse de travailler avec toute forme de groupes racisés ou de personnes racisées ou de structures racisées. Voilà. Merci Franco. William, pour la Voix des Roms. OK. Pour la Voix des Roms, nous sommes une association qui a été fondée en 2005 dans le but de placer des Roms dans l'espace public en tant que partie intégrante de la société en dehors de l'image misérabiliste ou négative qui prévalait. Le durcissement de la répression, surtout pendant l'été 2010, a poussé l'association à un changement des priorités et dans ses actions. L'antiracisme et le renforcement des capacités des victimes de l'antiziganisme sont passés depuis ce moment-là au premier plan par rapport à la réparation de l'image des Roms dans la société. Et nos principes sont la mixité, le respect de la diversité et de l'autonomie. Rejoindre la plateforme antiraciste a été pour nous la conséquence naturelle des échanges et de la coopération opérationnelle que nous avions avec ses autres membres. Merci. Jawad?
Alors, le collectif contre l'islamophobie en France, c'est une association des droits de l'homme qui est apolitique et religieuse. Sa mission, c'est de lutter contre un racisme, celui de l'islamophobie. Donc, c'est le rejet des individus en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Donc, nous existons à peu près tous quasiment dans le même contexte, 2003-2004. Donc, c'est la 17e année d'existence du collectif. Chaque année, en moyenne, on essaie d'accompagner près de 2000 personnes. Et donc, travailler en synergie avec d'autres associations qui sont également présentes sur la thématique du racisme, pour nous, c'est certainement une force. Et c'est en ce sens qu'on s'investit dans le cadre de cette plateforme. Voilà. Très bien. Ghislain, pour le CRAN? Alors, le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, un peu comme toutes les associations, est né en 2005. Alors, il faut rappeler pourquoi toutes ces associations naissent en 2005, parce qu'on s'inscrit tous ici dans le courant de l'antiracisme politique. Pourquoi? Parce qu'à partir de 2005, il y a eu des révoltes des populations racisées, hein, c'est-à-dire de nous, les Noirs, les Arabes, les Roms. Pourquoi? Parce que eh bien, c'est l'antiracisme moral, ce sont les institutions qui avaient l'habitude de parler à notre place. À partir des années 2000, eh bien, les enfants des descendants des immigrés ont grandi et donc ont pris la parole. Donc, en 2005, le CRAN a été créé. Et donc, le CRAN, c'est une fédération d'associations, c'est important de le rappeler, donc, qui est dans toute la France et aussi, il faut le rappeler, aussi dans les Outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique, que ce soit aussi à La Réunion ou encore en Nouvelle-Calédonie, où nous sommes en train de gérer une affaire actuellement. Donc, c'est une fédération d'associations. Nous réunissons des membres, donc, que ce soit à Paris, à Nantes, à Bordeaux et ailleurs. Et donc, nous travaillons donc sur des questions spécifiques, hein, un peu ce qu'a dit Franco tout à l'heure, donc discrimination au logement, discrimination à la santé. Donc, je vais rappeler 3 actions majeures que nous avons menées et qui s'inscrivent dans le débat public et politique. Donc, la question des statistiques qu'on a lancée en France à partir de 2006-2007. Et aussi la question aussi des réparations, question qui est d'actualité. Actuellement, on parle des restitutions au Bénin et puis au Sénégal. Donc, nous nous sommes aussi engagés contre les violences policières dans l'affaire Adama, dans l'affaire Théo et puis dans d'autres affaires aussi, parce qu'on parle souvent des affaires les plus connues, mais il faut quand même rappeler que la majorité des dossiers que nous gérons, c'est le travail invisible, ce sont les dossiers du quotidien, c'est le travail dont on ne parle pas. Et puis actuellement, nous sommes en train de travailler avec en Guadeloupe, en Martinique et ici en France, avec une plainte que nous avons déposée avec plus de 2000 personnes sur le dossier du chlordécone. Le chlordécone, c'est un pesticide qui était interdit en hexagone, donc ici en France hexagonale, et qui a continué à être épandu en Guadeloupe et en Martinique. Ce qui fait que plus de 90% de la population est contaminée. Et donc voilà. Et donc c'est très très grave, c'est quasiment un génocide et c'est un choix politique. Donc le rôle du CRAN, c'est de dénoncer, c'est d'être un haut-parleur pour aussi les minorités, ceux qui ne peuvent pas avoir la parole. Et aussi important de dire qu'on s'investit aussi à l'échelle européenne. Donc, on a construit aussi un partenariat au niveau européen. Nous travaillons avec ENAR sur une plateforme qui s'appelle ENAR, qui s'appelle European Network Against Racism, et dont le CCIF fait d'ailleurs partie aussi. Voilà un peu les champs que nous couvrons, donc à l'échelle locale, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Merci. Alors, pour l'UJFP, on n'est pas né en 2005, mais en 1994, mais on travaillait au départ sur la question Israël-Palestine en soutien au peuple palestinien, des militants juifs qui ne voulaient pas qu'en leur nom, on intervienne contre le peuple palestinien de la manière dont fait l'État d'Israël. Mais rapidement, l'instrumentalisation du conflit en France contre les musulmans et le fait aussi simplement que les camarades avec lesquels on luttait sur la Palestine étaient aussi des cibles du racisme. On s'est dit que finalement la lutte pour l'égalité, pour la dignité de tous en Palestine, elle était aussi valable en France et qu'il fallait aussi s'investir dans le champ du racisme. Il y avait aussi pour nous le refus de hiérarchiser les formes du racisme et de mettre l'antisémitisme à part et de le présenter comme le racisme véritable et les autres formes du racisme étant finalement moins importantes et moins intéressantes. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on était content de travailler dans la plateforme antiraciste qui regroupe des organisations qui luttent réellement sur le terrain contre le racisme.
Et ce qu'on a constaté dans ce combat jusqu'à présent, c'est dans la plateforme, c'est la confiance mutuelle et aussi le respect de l'autonomie des différentes organisations. Chaque organisation de la plateforme antiraciste tente de servir de caisse de résonance aux activités des autres organisations. Le CCIF diffuse le communiqué sur l'antisémitisme, la brigade anti-négrophobie et le CRAN sont relayés par l'USGFP. La voix des Roms peut faire entendre le point de vue des Roms. Voilà pour notre intervention. Alors, il y a une deuxième question qu'il faut se poser, évidemment, c'est autour de la situation actuelle, comment chacune de vos organisations analyse la période actuelle qui est marquée par une série d'attentats tragiques, de violences terribles, et aussi de déclarations fracassantes des autorités et de l'extrême droite, sans qu'on ait toujours du mal à séparer les deux. Et ma question cash, c'est: êtes-vous des séparatistes? Êtes-vous des islamo-gauchistes? Est-ce que vous dénoncez le racisme d'État? Et du coup, est-ce que vous êtes devenus des ennemis de la République, des ennemis de ses valeurs et des ennemis du vivre ensemble? Franco? Alors, je vais essayer d'être concis, même si la réponse invite la question invite à une réponse assez fine. Mais que dire de cela? Déjà, j'ai appris qu'il fallait, même si on combat le racisme d'État, j'ai compris que les gens digéraient mieux la notion qui est pour moi un synonyme parfait de racisme institutionnel ou racisme systémique. Ils comprennent mieux cette notion que racisme d'État. Donc, je vais parler de cela. Effectivement, on pense que déjà, nous, on écarte le peuple. On n'estime pas que c'est le peuple qui naît raciste ou etc. Donc, le peuple est conditionné à reproduire des mécaniques racistes qui sont insufflées par des canaux, des vecteurs tels que l'école, tels que la télévision, tels que le cinéma, tels que le monde culturel et tout ce qui s'ensuit. Donc, effectivement, quand on parle de combattre le racisme d'État ou le racisme institutionnel, c'est les racines du mal qu'on combat et qui se différencient déjà de la xénophobie, ou certains appellent ça l'autrisme, c'est-à-dire qui est un réflexe d'avoir des préjugés qui ne sont pas élaborés, mais par contre, le racisme, c'est une idéologie qui vise à justifier les pires entreprises criminelles, pour ne pas dire génocidaires et coloniales. Et donc, c'est vraiment ça qu'on combat. Le racisme n'amène pas qu'à comment dire, un ressentiment interpersonnel envers un individu, mais c'est vraiment une mécanique systémique qui vise comment dire, à déshumaniser d'une manière très subtile les individus et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir justifier ensuite tout ce qui leur est fait. En tout cas, toutes les exactions ou les méfaits qui leur sont faits. Et donc, concernant la question du séparatisme, déjà me justifier là-dessus, ça me pose un réel problème parce que pour moi, ça c'est comment dire, un coup lancé par la propagande, un coup efficace puisqu'on voit où ça mène aujourd'hui, mais que d'ailleurs c'est même un non-débat puisque quand le gouvernement a annoncé qu'il allait faire une loi sur le séparatisme, il a retiré la nomination de séparatiste pour l'appeler autrement, loi pour raffermir la laïcité, etc. Donc ça veut dire qu'il a quand même insufflé, fait pénétrer cette idée malsaine, cette notion, comment dire, vénéneuse dans l'esprit des gens, et après il l'a retiré en sachant très bien que le mal était fait. Donc déjà, me justifier sur la question de séparatisme alors que l'État lui-même admet que c'est un non-débat, ça me pose problème. Mais moi, ce qui me pose plus problème, et je vais mettre directement les pieds dans le plat, c'est qu'aujourd'hui, le séparatisme, c'est a priori clairement l'islam, ou eux aiment dire l'islamisme pour faire une différence. Je parle du discours officiel qui cherche à conditionner le peuple. Et j'ai écouté le discours de Macron encore, c'est-à-dire le discours du 14 juin, où c'était à mon sens la première fois qu'il faisait état de cette notion. Il venait d'accoucher la notion de séparatisme, le concept infondé, tel que le concept de racisme anti-blanc d'ailleurs, de séparatisme qu'ils ont, rappelons-le, retiré. Et à l'époque, donc le 14 juin, c'est pas loin, il n'était pas question d'islam, il n'était pas, à mon sens, question en premier lieu de religion, etc., mais bien de la question du déboulonnement des statuts, de la question de tout ce qui avait attrait à la colonisation, aux réparations, à la nécessité de réviser une histoire qui était trop taillée à la gloire du colon, pour ne pas dire de la suprématie blanche, etc.
Et Macron disait qu'ils n'effaceront pas l'histoire, alors personne ne lui a demandé, ils ne déboulonneront pas de statut, etc. Et c'était ça le séparatisme. On peut réécouter le discours, c'était là-dessus. Je n'ai pas entendu parler d'islam. Et j'ai l'impression que l'islam aujourd'hui, ou plutôt l'islamisme, hein, puisqu'ils aiment faire semblant de faire la différence, sert de cheval de Troie pour pouvoir faire passer des idées, ou en tout cas des lois liberticides qui… Et c'est là où nous, on ne défend pas l'islam, on n'est pas les avocats de l'islam et des musulmans, ils sont assez grands pour se défendre eux-mêmes, mais on se défend nous-mêmes en défendant l'islam, en tout cas les défenseurs comme le CCIF, etc. Parce que s'ils tapent aujourd'hui sur le CCIF, demain ils taperont sur nous, demain ils taperont sur les autres, etc. Et ça ira crescendo comme ça. Donc ce que j'ai l'impression, c'est que l'islam ou l'islamisme, parce que j'arrive plus à faire la différence entre les deux maintenant, puisqu'on veut dissoudre le CCIF, sert de cheval de Troie parce que je pense qu'il y a un travail qui a été fait autour de l'islam depuis peut-être maintenant une décennie, voire plus, qui fait que cette notion-là, comment dire, rime avec une peur irraisonnée qui empêche la rationalité. Et on le voit aujourd'hui, puisque un acte commis par quelques individus, pour pas dire des individus extrêmement minoritaires, eh ben, on crée un amalgame en voulant dissoudre le CCIF. Et ça veut dire quoi pour moi? Clairement, de manière très subtile, c'est une manière démocratique. Et quand je dis démocratique, c'est un doux euphémisme de dire que la chasse est ouverte. Et pour moi, c'est pour ça que je suis, comment dire, je dirais pas en colère, mais que je prends pas à la légère cette ruse du renard face au corbeau. Et je crois que là, on est dans une situation très grave et que le séparatisme n'existe pas. La preuve, l'État a débaptisé ce nom-là, mais que pourtant, il est resté dans les esprits parce qu'il y a une grosse campagne de propagande pour ancrer cela dans les esprits et pour faire de l'islam le prétexte qui va, comme un effet domino, toucher les autres organisations comme la nôtre tôt ou tard. Donc voilà ce que j'en dirais. Je ne sais pas si j'ai été clair. Je n'ai pas beaucoup de temps, je le sais, donc j'ai essayé d'être le plus concis possible pour expliquer que ma volonté n'est pas de me justifier quant au séparatisme parce que cette notion comme le racisme anti-blanc est totalement infondée. Merci. William? De notre part, nous, la Voix des Roms, nous dénonçons tous les actes terroristes, violents et extrémistes de même façon que nous dénonçons le racisme en général et le racisme d'État plus particulièrement. À notre avis, la réponse de l'État aux attentats, comme à tout extrémisme, doit être forte et intelligente afin que précisément ce soit l'extrémisme qui soit rejeté par l'ensemble de la société. Les amalgames et les raccourcis dans ce contexte sont dangereux pour la démocratie et pour le vivre ensemble. Ce sont ces amalgames et ces raccourcis qui sont de véritables mécanismes de séparatisme, d'autant plus dangereux qu'ils sont maniés quasi instinctivement par le discours dominant. En dénonçant le racisme d'État, nous ne nous dressons pas comme des ennemis de la République, mais comme des lanceurs d'alerte sur les dérives des autorités et le dévoiement de ces principes fondamentaux. Lorsqu'on sait que 3 républiques successives ont soumis une partie de leur population, les nomades, puis les gens du voyage, à un régime discriminatoire pendant plus d'1 siècle, on sait que ces principes et ces valeurs ne sont pas donnés une fois pour toutes, mais des idéaux à atteindre et à défendre au quotidien. C'est vrai. Ghislain? Alors simplement, d'abord la première question, comment est-ce qu'on analyse la période actuelle? Eh bien, je crois que la période actuelle, c'est très simple. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte, il y a un contexte historique qu'il faut rappeler. Donc, ce qui se produit aujourd'hui est le résultat de notre histoire. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, quand on parle de séparatisme, ce n'est hélas pas quelque chose de nouveau. Le séparatisme a déjà existé. En Afrique du Sud, ça s'appelait l'apartheid. Et aux États-Unis, ça s'appelait les ségrégations raciales. Le séparatisme, il faut le dire, ce sont aussi d'abord, et Franco l'a rappelé tout à l'heure, c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui racisme institutionnel. Ce sont les personnes blanches qui hiérarchiquement s'accaparaient le pouvoir et tout ce qui va avec, et qui infériorisaient les personnes non blanches, pour parler simplement.
Donc, il faut aussi rappeler, il y a quelque chose aujourd'hui de nouveau. Bien sûr qu'on a une pensée pour les familles et qu'on dénonce toutes les formes de terrorisme, mais ce qui est aujourd'hui regrettable, c'est les formes d'instrumentalisation qu'il y a autour de cela. Et il faut dire aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il y a ces instrumentalisations-là, parce qu'on le rappelait tout à l'heure, toutes nos organisations ici sont nées aux alentours de 2005. Elles sont nées aux alentours de 2005, pourquoi? Parce qu'il y a eu la génération de nos parents et de nos grands-parents qui sont arrivés ici dans les années 50, dans les années 60-70, que la France est venue chercher, parce qu'il fallait reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale, en espérant que nos parents rentrent en Afrique. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'avec les nouvelles lois d'immigration, eh bien, les populations se sont stabilisées ici. Et donc, nous, les enfants qui sont nés de ces unions-là, les enfants en majorité des années 80-90, nous avons grandi ici et nous nous sommes stabilisés ici. Et nous nous définissons aussi comme Français. Et c'est ça qui change aussi. C'est-à-dire que ces enfants-là qui ont grandi, eh bien, la République ne s'attendait pas à les accueillir sur son sol. Et c'est souvent la République, entre guillemets, c'est la différence qu'ils essayent souvent de faire avec les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, eh bien, les Noirs américains étaient sur le sol américain, mais pendant longtemps, les Noirs des colonies françaises étaient justement, entre guillemets, dans les colonies, dans les Antilles et puis en Afrique. Et puis, depuis les années 70, eh bien, les Noirs et puis les personnes aussi nord-africaines, eh bien, on est aussi sur le sol français. Eh bien, c'est cette difficulté à partager justement des droits, parce que là, on est sur une question de droit, la difficulté de partager justement les droits, la difficulté de partager la citoyenneté. Et donc, aujourd'hui, c'est le rejet de la citoyenneté des personnes qui sont françaises et qu'on nommerait aujourd'hui des Français de papier ou autres. Donc, ça, c'est un peu la situation qui mène à cela aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, il y a très clairement une instrumentalisation des minorités. Et là, très clairement, avec ce qui se passe ces dernières semaines, une instrumentalisation de l'islam. Franco l'a rappelé tout à l'heure, le séparatisme, dans quel contexte ça nous a été présenté il y a quelques mois, c'était en juin dernier, dans le contexte des statuts. Et aujourd'hui, ce sont les populations nord-africaines, les populations musulmanes ou présumées musulmanes qui sont explicitement visées. Il faut aussi rappeler que toutes ces idées, malheureusement, sont nées dans les années 80, dans le giron de l'extrême droite, le Front National. Et aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que ces idées du Front National sont reprises aujourd'hui par des personnes du gouvernement actuel. Et donc là, on est vraiment dans un glissement, dans un recul des valeurs de la République, si j'ose dire. Et c'est important justement que nous, en nous constituant en tant que plateforme, nous dénoncions cela et que nous rappelions qu'il est important aussi de faire prendre conscience que tout cela est le fruit d'une histoire et que, qu'on le veuille ou pas, on n'a pas à s'intégrer, parce que nous sommes français, on n'a pas à être intégrés, nous sommes là et nous grandissons et nous vivons dans ce pays-ci et nos enfants vivront aussi ici. Et donc, ces gens-là n'arriveront pas à nous diviser. Merci, Gislain. Avant de donner la parole à Jawad, je vais intervenir. Bien sûr, on a été tous submergés un temps par l'horreur des crimes qui ont été commis. Mais très vite, on nous a nié le droit d'avoir cette émotion. Très vite, on s'est aperçu que l'exploitation honteuse de la situation menait à une vague d'islamophobie et à des mesures liberticides au nom même de la liberté d'expression, c'est quand même un paradoxe incroyable. Il y a visiblement aujourd'hui une volonté de l'État de mettre au centre de tout problème politique l'islam. Moi, je ne peux pas m'empêcher, même si ce n'est pas la même chose, etc., de penser au climat des années 30 où c'était les Juifs qui étaient au centre de tout problème dans notre société. Et au lieu de réfléchir de façon rationnelle sur le fonctionnement de notre société, de réfléchir sur le terrorisme lui-même, on a une dérive, cette dérive qui va jusqu'à mettre des enfants de 12 ans en garde à vue pour apologie de terrorisme. C'est la marque d'un dysfonctionnement absolument terrible. Quel est le rôle de l'école républicaine? Ce serait ça, d'envoyer des policiers à 7 heures du matin aller chercher des enfants de 10 ans. Quelle est la laïcité qui, pédagogiquement, s'imposerait aux enfants sous forme de signalement, de dépôt de plainte, au lieu du choix humaniste de l'éducation? Et on doit considérer que la laïcité, c'est d'abord la neutralité de l'État et la liberté de conscience, et non un autoritarisme qui ciblerait les enfants
musulmans. Nous autres juifs, on a souvent été, dans nos familles, il y a des enfants qui ont été tués à certains moments de l'histoire, et la manière de s'en prendre aux enfants, c'est quelque chose qui est assez fort pour nous, que ce soit les enfants musulmans ou d'autres. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Jawad ? Alors, oui, je ne vais pas être très long. Je ne peux qu'approuver tout ce qui a été dit. Rappeler, par le biais de mon intervention, 2-3 petites choses. La première, c'est effectivement tout notre soutien à la communauté éducative et à tous ceux qui, aujourd'hui, sont sur les premières lignes, que ce soit dans le monde médical, dans le monde de l'éducation, dans le monde de la sécurité, que tous ceux qui aujourd'hui sont au service des Français au quotidien et qui prennent des risques pour soit assurer notre sécurité, soit assurer l'éducation des générations futures, assurer les soins des uns et des autres. Et par la même occasion, rappeler aussi que la position du CCF face à l'attentat. Donc, c'est une condamnation totale, comme on condamne aujourd'hui le racisme et toutes les formes de rejet. Ça, c'est très important de le rappeler. Et en ce qui nous concerne, nous, collectif contre l'islamophobie en France, quand on voit l'évolution du discours et la transversalité qu'il a dans l'ensemble de la classe politique et médiatique, on peut que s'interroger. Dans les années 2000, je rappelle qu'on pouvait lutter contre l'insécurité en créant de l'emploi. C'était le discours de Lionel Jospin. Et en 2020, c'est-à-dire 20 ans plus tard, on nous explique que la question de l'insécurité est reliée à la question musulmane, de la communauté musulmane. Donc, ce qui montre un petit peu l'évolution. Donc, le discours d'extrême droite est aujourd'hui une véritable réalité et ils n'ont pas besoin d'être au pouvoir pour pouvoir mettre en application leur programme. Macron ou d'autres, le président Macron et son gouvernement ainsi que ses prédécesseurs ont mis en œuvre progressivement cette volonté d'extrême droite. Donc ça, c'est ça qui est très dangereux et nous on tire la sonnette d'alarme parce que les signalements qui nous remontent aujourd'hui au sein de notre collectif, c'est très inquiétant. Donc de plus en plus les enfants. L'actualité s'y prête avec ce qui s'est passé à Albertville. Donc, on vérifie les informations, bien sûr, avant de se positionner, et ça a toujours été le rôle du CCIF. Et dans le même temps, c'est une parole raciste, islamophobe, qui s'est clairement libéralisée, si je peux me permettre ce terme. Elle s'est libérée, cette parole aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas de problématique de dire que je suis un peu islamophobe ou islamophobe tout court, ou raciste. Et ça doit alerter les autorités, ça doit pouvoir alerter les autorités et prendre des mesures nécessaires parce que le passage à l'acte commence d'abord par un discours. Une pensée, un discours, et ensuite c'est la transformation par un passage à l'acte. On est inquiet, honnêtement, on est très inquiet parce que en 2 ans, je rappelle que le CCF a observé une augmentation des actes islamophobes de près de 77%. C'est énorme en l'espace de 2 ans. Et ce qui risque de se produire, donc il faut qu'on soit dans une séquence à moyen terme, c'est que dans 2 ans, nous avons l'élection présidentielle et ce discours, donc le séparatisme, les musulmans, la criminalisation de la pratique religieuse, le ciblage des femmes qui portent le foulard. Aujourd'hui, on a un chef de l'État qui tient un discours sur comment les musulmans doivent penser, comment les musulmans doivent s'habiller, comment les musulmans doivent croire avec ce fameux concept d'islam des Lumières. C'est assez inquiétant et la séparation des pouvoirs et notamment de la séparation des églises et de l'État, la loi de 1905, elle est quand même remise en question par rapport à ce type de discours. Et donc là, il y a un véritable danger. Donc c'est pour ça aussi que nous, en tant que collectif, par la synergie avec d'autres associations antiracistes, que ce soit en France ou à l'international, on alerte sur ces dérives. D'ailleurs, le CCF n'est pas le seul. Toutes les associations aujourd'hui alertent sur cette dérive, entre guillemets, qui est en train de s'installer, qui est en train de se normaliser et que s'il n'y a pas une mobilisation collective, ça risque de s'installer durablement. Et les propositions de loi
qui sont du gouvernement, notamment du ministre de l'Intérieur, sur la sécurité et autres, sont quand même assez inquiétantes. Voilà, ça c'était pour le constat. Merci. On va parler justement un peu du CCIF. Le CCIF est aujourd'hui menacé de dissolution par le gouvernement. L'association humanitaire Baraka City vient d'être dissoute. Le CCIF est membre de cette plateforme antiraciste qui regroupe donc des musulmans, des juifs, des noirs, des roms. Que pensez-vous de son action et en quoi résonne-t-elle avec votre propre activité antiraciste? On donnera la conclusion à Jawad pour le CCIF, mais d'abord, peut-être, comment vous vous situez, donc, vous, par rapport au CCIF. Franco, tu veux bien commencer comme les autres fois? Oui, ben, étant donné que j'avais essayé d'être concis tout à l'heure, j'avais déjà, comment dire, évoqué en tout cas, marqué ma position concernant, par rapport à cela, je veux dire. Et ce que j'en ai dit, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de, il n'y a pas de volonté pour moi de défendre les musulmans ou l'islam, ou etc. C'est pas mon rôle du tout. Si je le fais, si je prends cette position et si je m'insurge contre la dissolution du CCIF et autres, c'est parce que je suis conscient qu'au nom de la démocratie, il y a une instrumentalisation qui est en train de se faire d'un drame qui est incontestable, de quelque chose qui est totalement condamnable et ça, tout le monde l'a dit ici. Mais de là à ce qu'il y ait une espèce d'amalgame ou en tout cas quelque chose présenté comme une évidence qui fait que parce que ça s'est produit, il faut que l'on dissolve le CCIF, il faudrait qu'on explique comment cette équation a-t-elle pu être possible et en plus au nom de l'État. Et qu'un État qui se dit être de droit, comme une justice qui prétend justement rendre la justice, comment peut-elle employer de tels raccourcis pour en arriver à relier un acte terroriste à une association, un groupe antiraciste qui défend justement des populations contre le racisme et le racisme institutionnel aussi. Et donc voilà, et cet amalgame, je le redis, il est dangereux et c'est pour ça que je le dis, c'est-à-dire que je m'insurge et je fais vraiment corps, je suis solidaire avec le CCIF contre l'action qui est menée contre eux, c'est-à-dire je m'oppose à l'action qui est menée contre eux parce que je le redis que l'islam en cet état sert de cheval de Troie pour pouvoir faire passer au fur et à mesure des lois liberticides qui vont commencer à toucher donc les structures musulmanes comme c'est le cas actuellement, mais que par la suite, parce que je le redis, si on écoute le discours du 14 juin de M. Macron, quand il parle de séparatisme, il parle principalement des mouvements qui ont visé à déboulonner les statuts, etc. Il a inventé le fait qu'on voulait réécrire l'histoire de la France, etc. Donc, il explique les choses à notre place pour nous donner le mauvais rôle. On devient comme les Indiens, les méchants du film face aux cow-boys, et Macron devient Steve McQueen, le gentil. Et donc, voilà dans quelle place on est, et que ce qui se passe donc avec le CCIF et l'islam en arrière-plan, c'est très, très dangereux. Parce qu'en fait, on est en train de faire sauter la digue du droit et on touche à l'émotion, on parle au cerveau reptilien des gens qui ont été habitués, conditionnés à avoir peur de l'islam avec tout ce qui s'est fait depuis des décennies autour de l'islam et tout ce qui s'ensuit. Et cet amalgame va permettre de passer des lois liberticides qui après vont éclabousser d'autres structures, comme quand je dis la nôtre, ce n'est pas la nôtre en tant que telle, c'est-à-dire comme tout contre-discours officiel, toute structure qui ne sert pas la soupe au discours officiel. Et c'est là où, au nom de la démocratie, on va museler des gens, on va museler des manières de penser, et ça, c'est extrêmement dangereux. Et donc ça, on ne peut pas rester sans rien faire, et on est obligé de s'insurger contre ça, parce que à ce moment-là, on devient vraiment les défenseurs du droit face à des gens qui
prétendent défendre le droit, mais qui en fait sont en train d'imposer une forme de dictature de la pensée, il faut le dire. Et donc, voilà, donc je m'oppose totalement à cela, je soutiens totalement le CCIF, je n'ai pas à dire, ni à condamner, ni à les encenser, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui les avons, qui avons validé leur existence, c'est une existence institutionnellement reconnue. Et du jour au lendemain, au nom d'une actualité qui est dramatique, on leur coupe la tête. Mais ça veut dire que nul d'entre nous est à l'abri. Je veux dire que quand un blanc, je ne sais plus lequel, dans quel autre pays, avait tué des musulmans dans une mosquée, je crois, mais je ne me rappelle plus. On n'a pas fait l'amalgame avec tous les blancs. On a compris que c'était un acte d'un individu isolé qui n'a pas rejailli sur d'autres structures. Comment l'acte d'individus isolés peut rejaillir sur le CCIF et que tout le monde trouve ça normal. Donc, nul d'entre nous n'est à l'abri et c'est pour ça qu'on est obligé de s'insurger face à ce qui arrive au CCIF parce que demain, ça nous touchera. Donc, voilà ce que j'ai à en dire. William, du côté des Roms, vous connaissez aussi ces violations du droit? Oui. Le CCF pour nous, le CCF a été pour nous une source d'inspiration en matière de lutte contre les discriminations. Notre dispositif, le mouvement du 16 mai que nous avons mis en place pour combattre l'antiziganisme, suit l'exemple du travail remarquable fait par le CCIF et dans la lutte contre l'islamophobie. Donc, nous avons utilisé ça comme modèle. Et l'universalité de la lutte antiraciste concerne les acteurs de ce combat, chacun dans son poste et en parfaite coordination avec les autres. Dans ce combat, le CCIF est un auteur clé. C'est aussi celui qui a pu construire le mieux ses capacités pour combattre l'islamophobie et qui a pris la lutte contre toutes les autres formes de racisme. De ce point de vue, sa dissolution éventuelle porterait un coup certain à l'antiracisme en France, complètement. De plus, il fournirait un argument imparable aux extrémistes qui pourraient s'en saisir comme preuve, selon eux, que la République française bannit de la communauté nationale les musulmans et en tant que tels. C'est pour ça que nous soutenons le CCIF. Merci. Justin? Alors oui, simplement, je le rappelais tout à l'heure au début, donc le CRAN, nous sommes une fédération d'associations, nous travaillons avec beaucoup d'organisations, donc comme le collectif des Rosas à Marseille, comme des Afrofem, mais nous travaillons aussi avec le CCIF. Pourquoi? Simplement parce que nous avons une approche intersectionnelle. Intersectionnalité, ça veut dire quoi? L'intersectionnalité, ça veut dire que nous sommes au croisement de plusieurs formes de discrimination, parce que nous, on prend aussi en compte que, eh bien, on peut être noir et femme, donc c'est deux formes de discrimination. On peut être noir et musulman, on peut être noir et homosexuel, on peut être noir et juif. Donc l'intersectionnalité, c'est ça. Et donc, avec l'approche intersectionnelle, la question ne se pose même pas si oui ou non nous devrions travailler avec le CCIF ou pas. Donc, la question de la dissolution du CCIF pour nous aujourd'hui, c'est une hypocrisie, c'est une instrumentalisation politique parce qu'il faut rappeler le travail du CCIF. Les activités du CCIF consistent en quoi? Eh bien, comme les nôtres et comme beaucoup d'activités d'autres organisations, à utiliser les voies politiques, économiques, culturelles et l'action judiciaire devant toutes les juridictions régionales, nationales et internationales, arbitrales, compétentes ou autres recours, pour défendre les populations victimes de discrimination et de racisme, et ce, quelle que soit leur catégorisation, supposée ou réelle, leurs origines, leur âge, leur sexe, leurs croyances, leur religion, leur choix de vie. Donc, c'est contre cela qu'on combat aussi aujourd'hui. Donc, on défend aussi toutes les personnes qui nous contactent, on les défend contre les diffamations, les injures, les violences morales, physiques, qui seraient tenues ou portées envers ces personnes en Europe, dans l'Union européenne et dans tout autre pays membre de l'ONU. Qu'est-ce qu'on promeut aussi? On fait aussi en sorte de coopérer avec toutes les forces qui luttent pour la défense des droits de l'homme, contre le racisme, contre la xénophobie et contre les formes d'intolérance. Promouvoir la solidarité, la tolérance entre les populations et ce, quelles que soient les origines des personnes. Donc, c'est important de rappeler ce travail fondamental qui est fait. Donc, ces actions, on ne va pas le rappeler aujourd'hui, nos associations, nos organisations sont des organismes reconnus d'intérêt général et d'intérêt public. C'est important aussi de le dire. Donc, les nombreux rapports que nous faisons
parce que notre travail à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, fait en sorte que nous sommes souvent sollicités. Quand je dis nous, c'est le CCIF, c'est le CRAN, et puis c'est d'autres organisations comme la BAN, et puis la Voix des Roms. Nous sommes tous sollicités par les organisations et même les commissions parlementaires nationales ou internationales pour notre expertise, parce que c'est notre travail de terrain. Les institutions ont besoin de ce travail de terrain. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que des organisations comme le CCIF, comme nous, comme notre plateforme, nous sommes la courroie de transmission essentielle qui permet de garantir en fait aussi l'équilibre de notre société. C'est important de rappeler cela. Et une fois qu'on a dit cela, on va prendre un autre exemple pour illustrer, un exemple concret, parce que les gens doivent se rendre compte du travail qui est fait sur le terrain. Un exemple concret, c'est pour ceux qui vont nous regarder. Nous travaillons tous actuellement depuis novembre dernier dans un dossier face à une grande institution universitaire qui a en son sein eu des actes racistes. Donc, ces actes racistes, c'était de la négrophobie, de l'afrophobie, de l'islamophobie et aussi de l'asiaphobie. Eh bien, nous avons travaillé tous ensemble, que ce soit la Voix des Roms, la BAN, le CRAN, le CCIF, l'Union juive pour la paix. Nous avons travaillé dans un premier temps. Pourquoi? Et c'est ça la méthodologie qu'il faut rappeler. Dans un premier temps, notre rôle à nous, société civile, le CCIF, c'est ce qu'ils font, c'est ce que nous faisons le CRAN, c'est ce que fait la BAN, c'est ce que fait la Voix des Roms, c'est d'apporter d'abord un soutien psychologique. C'est ça qu'il faut rappeler, un soutien psychologique. Ensuite, c'est quoi? C'est de rappeler aux personnes quels sont leurs droits et comment est-ce qu'ils peuvent utiliser leurs droits. C'est ça les fondamentaux. Et l'autre fait qui est aussi important de rappeler, c'est qu'initialement, qu'est-ce qu'on fait? On promeut toujours la médiation et la conciliation. C'est ça notre travail de base. Et donc, avec cette institution où des personnes ont dénoncé du racisme, qu'est-ce que nous avons fait en tant que plateforme? Nous les avons rencontrés. Et donc, la situation était catastrophique. Eh bien, nous avons travaillé pour faire en sorte qu'il y ait de la médiation qui se mette en place et après, que cette institution puisse mettre des actions concrètes pour faire cesser ces actes de racisme. Donc, il faut un peu rappeler le travail qui est fait sur le terrain. Et je ne prends que cet exemple pour illustrer, mais ce travail se fait à l'échelon local, à l'échelon national, mais aussi à l'échelon international, parce qu'il faut rappeler aussi que le CCIF travaille aussi à l'échelle internationale avec ENAR. ENAR, c'est le plus grand réseau qui lutte contre le racisme en Europe. Donc, ce travail qui est fait à l'échelon national, à l'échelon local, il a aussi une visée internationale. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'on va dissoudre une association qui fait un travail fondamental, un travail de terrain. Rappelez-vous, et là, pour conclure, je vais juste citer Frantz Fanon qui disait « Quand on parle du juif, tendez l'oreille, on parle de vous ». Donc aujourd'hui, moi je dirais simplement, en 2020, quand on parle des musulmans, tendez l'oreille, on parle de vous. Merci, Gissin. Moi, je voudrais rappeler que c'est le CCIF qui est à l'origine de cette proposition généreuse de constituer ensemble une plateforme antiraciste. Le CCIF a contacté l'Union juive française pour la paix. Sa dirigeante d'alors est venue à notre assemblée générale et nous l'en remercions. Ensuite, on a élargi. Et le CCIF est une organisation non religieuse, contrairement à ce qui est parfois dit, comme le JFP est une association juive laïque. Et le CCIF, il a pris la défense de gens qui étaient victimes de racisme à cause de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane, et qui ne trouvaient pas de lieu pour exprimer cette plainte, qui n'était pas prise en compte par des associations mainstream très liées aux organismes gouvernementaux. Et elle l'a toujours fait en s'appuyant sur le droit français. Faut-il rappeler, ça paraît incroyable d'avoir à le rappeler, mais que la loi de 1972 contre le racisme, dite loi Pleven, qui est à la base du droit antiraciste français, prévoit explicitement de lutter contre les discriminations à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Ce qui nous fait dire que l'offensive contre les associations musulmanes n'est pas seulement une offensive raciste de l'État, que c'est aussi une offensive contre la législation antiraciste française et contre le droit des associations. Et c'est pour ça que nous dénonçons la dissolution de Baraka City et les menaces
contre le CCIF. Il y a une drôle d'atmosphère en ce moment quand même. On a vraiment l'impression d'avoir des incendiaires pyromanes ou des pyromanes incendiaires qui prétendent défendre la liberté d'expression et le vivre ensemble en interdisant des associations antiracistes et qui concrètement font exactement le contraire en prétendant que le CCIF serait au centre d'une espèce de matrice du terrorisme. Mettre tout sur le dos des organisations musulmanes, moi, ça me rappelle de tristes périodes de notre histoire où l'on ne parlait pas d'islamo-gauchisme, mais où on parlait de judéo-bolchevisme pour incriminer les juifs avec les suites que cela a eu. Et ça nous amène à être extrêmement clairs sur le fait que nous défendons le droit au CCIF d'exister et nous continuerons à travailler avec lui tant que nous pourrons. Jawad, je te laisse la conclusion. Alors, d'abord, un grand merci à vous, à tous nos partenaires, à tous ceux qui nous soutiennent au quotidien, qui nous ont soutenus et qui continuent de nous soutenir et qui continueront par la suite à nous soutenir, quoi qu'il adviendra. Donc aujourd'hui, on est toujours sur un point d'interrogation. Il y a la volonté du gouvernement, mais derrière, il y aura les procédures. Quoi qu'il arrive, nous sommes sereins parce que le travail continuera d'une manière ou d'une autre. Et que ce qui compte, c'est que cette lutte ne s'arrête pas et qu'il faut toujours être vigilant parce que si des associations comme les nôtres disparaissent, ça sera très triste pour notre France parce que la France a besoin de nous. Et je me souviens d'un homme politique qui disait à une époque que l'État ne peut pas tout et c'est pour cela qu'il y a des associations. Et en matière de racisme, nous sommes là et nous répondrons toujours présents pour lutter contre le racisme. Ça, c'est très important. Et mon message, ce sera juste une note d'espoir en se disant tous ensemble que le travail continuera, que ce soit que le CCIF ou sans le CCIF, avec un nom ou sans nom, nous serons toujours là et nous combattrons le racisme qui gangrène cette société. Et notre objectif, c'est le vivre ensemble. Et on appelle la justice, comme le disait, tu citais France Fanon, moi je vais citer Victor Hugo, qui disait il n'y a qu'une nécessité, la vérité, et pour cela qu'un seul moyen, le droit. Et c'est par le droit qu'on réhabilite aujourd'hui des gens qui vivent des discriminations, c'est par le droit aujourd'hui qu'on redonne confiance aux institutions, c'est par le droit aujourd'hui que nous donnons confiance à toutes ces populations qui sont discriminées. Non, le CCF, ce n'est pas une officine, non, le CCF ne joue pas un rôle séparatiste, le CCF joue un rôle de vivre ensemble pour relier aujourd'hui les gens aux institutions, à la société, quand ces personnes sont aujourd'hui discriminées. Voilà, donc c'est pour cela qu'on va continuer, on ne lâchera rien et la lutte se poursuit. Voilà, merci à tous et merci également à tous les soutiens qui se sont exprimés. On continue notre travail et on ne lâchera rien. Merci. Dominique, si tu permets, Oui. je voudrais aussi juste préciser que le CCIF a le soutien aussi de toutes les organisations au niveau européen et aussi les parlementaires européens en ce moment sont en train de se mobiliser parce que ce qui se passe en France est très très grave et très très liberticide. Donc la France est regardée aussi à l'échelon international et donc tous les parlementaires internationaux regardent ce qui se passe en France et le CCIF doit être calme et serein et le CCIF a le soutien de tous les parlementaires européens. Merci à tous. Merci. Merci.